Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Je suis Marie de Illico Veto et on est très heureux de vous accueillir ce soir pour notre webconférence qui va être animée par la vétérinaire Karine Monteil sur le pouvoir des plantes et soigner vos animaux grâce à la phytothérapie. Donc cette webconférence, elle s'inscrit dans un cycle de webconférences sur les médecines complémentaires. C'est donc la seconde. La première sur l'ostéopathie a eu lieu il y a quelques semaines. Elle est disponible en replay sur notre page YouTube. Voilà. La webconférence va s'organiser autour de deux grands temps. D'abord, Karine Monteil va vous expliquer ce qu'est la phytothérapie et dans un second temps, en fin de webconférence, on vous laissera la parole et c'est Benjamin, notre monsieur Loyal, qui récupérera vos questions et les transmettra à Karine. Voilà, je vous souhaite à tous une belle webconférence. Oui, je vais juste dire un petit mot donc pour les questions. Vous pouvez les poser si vous n'avez pas l'habitude encore, hein. Vous pouvez les poser en cliquant en bas sur le bouton converser, donc avec la bulle, et ensuite vous pouvez écrire votre question à cet endroit-là. On y répondra à la fin. Enfin, le docteur Monteil y répondra à la fin. Mais moi, je les enregistrerai. Je vous mettrai un petit mot aussi pour vous dire qu'on l'a bien noté, et on y reviendra à la fin. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez les mettre au fur et à mesure. On n'en perdra pas une miette. En tout cas, je vais les retenir et les poser à la fin au docteur Montel. Voilà, à vous et bonne conférence à tout le monde. Merci. Du coup, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend déjà? Oui, ça fonctionne, hein. On vous entend. Bonjour à tous, merci à tous d'être présents donc, sur Zoom ou sur YouTube, sur Facebook, pardon. Donc aujourd'hui, ce soir, on va parler un petit peu phytothérapie, après avoir parlé ostéopathie il y a 15 jours. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, moi, je m'appelle Karine Monteil, je suis vétérinaire depuis 2010. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une conférence d'ostéopathie il y a 15 jours, tout ça parce que je suis vétérinaire et je pratique l'ostéopathie sur les animaux de manière exclusive. Et depuis début 2020, j'ai choisi d'orienter ma pratique encore plus vers les médecines complémentaires en me formant à la phytothérapie. Donc, on va faire un petit mot d'introduction. Tout d'abord, pour vous expliquer comment, en tant que vétérinaire, j'en suis venue à la pratique de la phyto. Donc, moi, je suis diplômée d'école vétérinaire de Toulouse en 2009. J'ai passé ma thèse en 2010 et j'ai été en vétérinaire en clinique, donc mixte. Mixte, ça veut dire les petits animaux et les gros animaux dans une clinique tout à fait normale jusqu'en 2019, donc pendant 10 ans. Très vite, dans mon exercice quotidien, j'ai rencontré certaines frustrations qui concernaient essentiellement des échecs de traitement, donc avec la médecine conventionnelle ou allopathique. Et du coup, ce que j'appelle échec, ce n'est pas forcément quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est par exemple un animal qu'on va mettre sous traitement. Et une fois qu'il n'est plus sous traitement, la pathologie refait surface, réapparaît, les signes cliniques reviennent. Donc, en fait, on a quelque chose d'assez peu satisfaisant, déjà pour l'animal, pour son propriétaire, et puis pour le vétérinaire, puisqu'on n'a pas vraiment l'impression d'avoir bien fait son travail. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'un traitement qui fonctionne, c'est quelque chose qui va sur le long terme, qui puisse convenir d'abord à l'animal, donc sans effet secondaire, ça c'est quelque chose qui est vraiment important, et aussi au propriétaire, que ce ne soit pas une contrainte non plus trop souvent pour le propriétaire de donner un traitement s'il y a besoin de faire un traitement sur le long terme. Du coup, après plusieurs années d'exercice, j'ai commencé à me former à l'ostéopathie, donc en 2013, et suite à ça, j'ai vraiment commencé à pratiquer en exercice exclusif. Et je me suis rendu compte que même si j'avais une nouvelle corde à mon arc qui était l'ostéopathie, eh bien, il serait quand même intéressant de compléter ma formation et les soins que je pouvais proposer
à mes petits patients et mes gros patients. Donc, j'ai décidé de me former à la phytothérapie depuis le début 2020 et toujours à l'école vétérinaire de Toulouse. Donc, j'ai appliqué tous ces traitements dits complémentaires à différentes espèces que je soigne, parce que je ne soigne pas que les chiens et les chats, je soigne tout le monde. Et voilà, donc j'ai créé Opazep, qui est donc mon entreprise actuelle et pour laquelle je ne fais que des médecines complémentaires. Je ne travaille plus du tout en clinique, je travaille d'une toute autre façon. Donc, en introduction, déjà, pourquoi on s'intéresse à la phytothérapie chez les animaux? Il faut savoir que pour les animaux, on a systématiquement les retombées de la médecine humaine. Ça ne va pas dans l'autre sens. On a rarement des trouvailles fantastiques chez les animaux qu'on applique sur les humains. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Et donc, en fait, là, les gens s'intéressent globalement, que ce soit les propriétaires ou que ce soit les vétérinaires. Tout le monde s'intéresse à la phytothérapie parce que c'est de plus en plus intéressant chez l'humain. On a de plus en plus de données scientifiques, de plus en plus de gens qui réclament la phytothérapie. Voilà. Donc déjà, c'est venu à la base d'un scepticisme vis-à-vis des molécules de synthèse. Donc tous les médicaments actuels sur le marché, qu'ils soient humains ou vétérinaires, sont en grande majorité des médicaments qui proviennent de l'Institut pharmaceutique et donc qui sont fabriqués par voie chimique. C'est de la chimie pure. Ça n'empêche pas le fait qu'ils soient parfaitement efficaces, mais ce n'est pas des molécules qui sont extraites de composés naturels. C'est de la pure synthèse. Donc là, je vous ai mis deux petits encadrés, donc le français et la phytothérapie. Donc il y a vraiment un engouement depuis plusieurs années. Ça, c'est déjà un document qui date de 2011. Vous voyez, c'est déjà depuis 2011, ça a dû encore augmenter très fortement. Donc, il y avait un rapport qui disait que 63% des Français faisaient confiance à la phytothérapie, 45% qui avaient déjà recours, 35% qui utilisaient les plantes en complément de la médecine classique. Donc ça, on verra que c'est très important aussi. Ce n'est pas forcément tout l'un ou tout l'autre, on peut associer les deux. 28% des Français qui donnaient la priorité à la phytothérapie. Donc ça, c'est les gens qui étaient déjà un peu avant-gardistes, il y a presque 10 ans. Et donc, 43% l'utilisent vraiment en prévention. Donc ça aussi, c'est un aspect qui est très important, qu'on verra par la suite. On ne peut pas que soigner par les plantes, on peut aussi prévenir l'apparition de certaines maladies. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ensuite, il faut savoir que dans la pharmacopée, c'est-à-dire dans l'ensemble des molécules qui sont disponibles, on a entre 40 et 70% de la part des médicaments qui proviennent de substances naturelles. Mais ce que je vous ai dit avant, que c'était de la synthèse, en fait, ces molécules sont extraites. Donc, c'est vraiment, on extrait un principe actif. Et le principe actif est utilisé tout seul. Donc, il est extrait par voie chimique. Et donc, on fait un médicament chimique à partir de quelque chose de potentiellement naturel, mais on n'utilise pas la plante entièrement. C'est vraiment quelque chose qui a été fractionné. On n'utilise vraiment que la toute petite partie qui nous intéresse. Ça, c'est pour la pharmacopée classique. Alors qu'en réalité, en phytothérapie, on utilise toutes les propriétés de la plante. Et on va voir que ça change beaucoup de choses. Donc, l'intérêt chez nos amis les animaux, parce que c'est ce qui nous intéresse ce soir, c'est pourquoi on s'intéresserait, pourquoi on voudrait, alors qu'on a des vétérinaires parfaitement compétents, qui donnent des traitements parfaitement intégrés dans la médecine, enfin dans le protocole, dans les protocoles médicaux, pourquoi voudrait-on en plus donner de la phytothérapie à nos animaux? Tout bêtement, parce qu'en fait, on va agir comme pour soi. On se rend compte petit à petit que donner de la chimie systématiquement à son animal, c'est un peu dérangeant. Il y a beaucoup de gens qui commencent à en revenir et qui essaient de trouver des alternatives. Donc, on a cette notion de bien-être animal qui est vraiment un enjeu sociétal actuel qui est très, très fort. Et il faut savoir que l'animal de compagnie, c'est quelque chose qui, il y a des années, n'était pas tout à fait intégré. Donc, c'est quand même assez récent qu'on puisse prendre soin autant de son animal de compagnie
et dépenser autant d'argent surtout. Avant, bon, ça fait très longtemps que des gens possèdent des animaux de compagnie, des dizaines et des centaines d'années. De là à dépenser ou à consacrer une partie de son budget à son animal de compagnie, c'est quelque chose qui est quand même assez récent et qui augmente tous les ans. Ça rentre de plus en plus dans les mœurs. Et donc, cet animal de compagnie, il est vraiment considéré comme un membre de la famille. C'est pour ça qu'on n'hésite pas, dorénavant, à faire tout ce qui peut aller dans le bon sens et donner le mieux du mieux, si je peux dire, à son animal de compagnie. On va voir du coup pendant cette visioconférence plusieurs points. Donc d'abord, je vais vous définir ce que c'est que la phytothérapie. Je vais vous donner l'intérêt que ça a par rapport à tout ce qui est chimie de synthèse. Je vais vous expliquer les différentes pratiques qu'on peut trouver en phytothérapie, parce que la phytothérapie, c'est très large, c'est immense, c'est un puits sans fond. Quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte qu'on connaît un milliardième de ce qu'il y a à connaître, et qu'en fait, plus on en connaît et plus on se rend compte qu'on ne connaît pas grand-chose. On fera ensuite la différence entre phytothérapie et complément alimentaire, parce que ça, c'est vraiment important. C'est vraiment un souci de communication des laboratoires, de certains laboratoires, hein, pas tous, certains laboratoires qui sont peu recommandables et qui jouent vraiment sur le merchandising pour faire acheter à des propriétaires tout et n'importe quoi, alors qu'en fait, ça n'est pas forcément très efficace. Je vais vous expliquer quelles applications ensuite on peut trouver chez le chien et le chat. Donc, dans quel cas on peut utiliser la phytothérapie. Et puis ensuite, où et quand consulter. Et puis, on fera un petit point sur la conclusion. Alors, tout d'abord, les définitions. Donc, phytothérapie, ça vient du grec phytos et thérapeo, qui veut dire soigner par les végétaux. Donc, l'Académie nationale de pharmacie définit la phytothérapie comme une thérapeutique allopathique. Donc, en fait, il y a une frontière entre les gens qui considèrent que c'est de la médecine complémentaire, mais au niveau de l'Ordre national des pharmaciens, ils considèrent vraiment ça comme quelque chose, comme une médecine allopathique. Donc, c'est un peu plus cadré. Donc, cette médecine, elle est destinée à prévenir et à traiter des troubles fonctionnels ou des états pathologiques bénins par des plantes médicinales. Donc ça, c'est pareil, il faut bien faire la différence entre plantes tout court et plantes médicinales. Si vous mangez de l'herbe, 10 kg par jour, ça ne va pas forcément améliorer quoi que ce soit chez vous. Il y a vraiment une étude très sérieuse à faire sur les plantes qu'on utilise, pourquoi on les utilise, quels principes actifs intéressants on peut trouver dans ces plantes et comment elles sont intégrées dans l'organisme pour avoir cet effet médicamenteux. Donc, c'est vraiment des plantes médicinales, ce n'est pas toutes les plantes. Il faut aussi qu'elles soient dénuées de toxicité, parce que si on prend une plante pour résoudre un problème et qu'en fait l'effet toxique est plus important que le bénéfice, et finalement, ce n'est pas intéressant. Voilà, donc il faut que ce soit dénué de toxicité dans les conditions normales d'utilisation. L'emploi de ces plantes, il peut être en nature, donc c'est-à-dire juste de l'infusion de feuilles, donc des tisanes, soit sous forme de préparation dérivée. Donc, on dérive directement de la plante, mais on utilise encore toute la plante. Donc, on peut réduire en poudre, on peut faire des teintures, on peut faire des extraits, mais c'est des extraits de toute la plante. On n'extrait pas, comme dans la chimie, juste le principe actif. Là, on extrait l'ensemble des principes actifs de la plante, et du coup, ça fait un certain mélange, et on n'est jamais trop sûr de savoir exactement ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que c'est beaucoup moins précis que la médecine allopathique, mais enfin allopathique traditionnelle, parce que l'on considère que c'est quand même de l'allopathie. Voilà. Et donc, on n'isole pas les substances actives, on utilise tout le composé de la plante. Même s'il y a un extrait, on extrait toute la plante. Donc, l'intérêt par rapport à la chimie de synthèse. Donc, déjà, il y a une vraie demande des propriétaires. Ça, c'est certain. De plus en plus, les gens nous demandent, surtout sur des pathologies au long cours, les gens sont vraiment de plus en plus intéressés par le fait de pouvoir avoir quelque chose qui n'engendre pas d'effets secondaires aussi sur leurs animaux. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est surtout pour ça, en fait, je pense que les gens ont vraiment envie d'avoir recours à la phytothérapie. C'est parce que pour limiter les effets secondaires. Donc ça, par contre, c'est très réputé en phytothérapie. Les effets secondaires, même des plantes qui ont des vertus anti-inflammatoires, ont beaucoup moins, voire jamais, d'effets secondaires néfastes comparé à des médicaments qui auraient les mêmes effets médicinaux. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt premier, la diminution, la limitation des effets secondaires.
Du coup, troisième point, bah forcément, c'est des traitements qu'on peut donner au long cours et que l'animal accepte très bien et qui est très bien assimilé parce que bah, c'est beaucoup plus, enfin, si on n'a pas d'effet secondaire, bien entendu, on peut tout à fait comprendre que l'animal est prêt à, l'ingérer régulièrement, ça ne lui pose pas de souci. Et le propriétaire est tout à fait prêt aussi à continuer le traitement parce qu'il voit que son chien va mieux, que son chat va mieux et qu'en plus, on n'a pas d'effet secondaire. Donc, en plus, quand on a des associations, ça c'est ce que je vous disais au début, on n'est pas obligé de renier totalement la médecine conventionnelle. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Il y a des animaux à qui je préconise au contraire certains médicaments issus de la chimie, il n'y a pas de problème. Dans ces cas-là, quand on associe certains traitements à la phytothérapie, on peut diminuer, dans certains cas, les doses de médicaments chimiques. Donc ça, c'est vraiment super intéressant aussi. C'est parce qu'en fait, on va garder des doses très fortes, par exemple pour les antidouleurs, dans des cas où l'animal sera très, très, très douloureux, très aigu. Et en attendant, si on peut se contenter de lui en donner moins en plus de la phyto, ou alors que de la phyto au début pour commencer, et puis garder les molécules très fortes comme les morphiniques pour des moments où il aura vraiment très mal, c'est un gain de temps, c'est vraiment génial. Donc il faut vraiment pas penser que c'est tout l'un tout l'autre. On ne jette pas la médecine traditionnelle à la poubelle. Moi, je suis toujours vétérinaire. Je ne suis pas que phytothérapeute. Je suis vraiment véto de base et je resterai vétérinaire. Mais voilà, j'essaie toujours de trouver le meilleur compromis pour l'animal et pour son propriétaire. Donc ça peut être vraiment une association intéressante. Et enfin, je vais vous parler de l'effet totem. Donc l'effet totem, c'est quoi? C'est qu'on s'est rendu compte dans les plantes que les plantes possédaient plusieurs principes actifs, plusieurs molécules intéressantes pour plusieurs pathologies. Et en fait, on se rend compte que quand on met toute la plante, on a plus d'effets que si on extrait chacun des principes actifs intéressants. Donc, il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur de la plante et qui potentialise, les molécules sont potentialisées les unes par les autres, ce qui fait que quand on a un extrait de plante, c'est plus efficace que quand on extrait juste le principe actif tout seul. Ça, c'est le petit secret de la nature. Personne n'a jamais réussi à comprendre trop pourquoi. Ça, c'est encore en étude, parce que la phytothérapie, on en est qu'au début. Mais là, du coup, il y a énormément d'études dans tous les pays du monde pour savoir finalement comment ça marche. Et pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais on a des résultats thérapeutiques intéressants. Maintenant, je vais vous parler des différentes pratiques qu'on peut rencontrer en phytothérapie. Alors, déjà, pour faire un peu place nette, on va parler de la phytothérapie au sens large. Donc, utilisation des plantes, vous pouvez avoir des formes multiples. Donc là, par exemple, sur les photos, j'ai mis en bas, je crois que c'est de la mélisse que je vous ai mis en bas à droite. Et donc, ce sont des feuilles qui ont été mises en petits morceaux. Voilà, des feuilles de mélisse. Donc ça peut s'utiliser en tisane, par exemple, pour son effet relaxant. Donc, c'est un peu difficile à donner aux animaux, mais on peut tout à fait utiliser la mélisse sous d'autres formes. C'est-à-dire, on peut faire des extraits. Il peut y avoir des extraits de mélisse. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est pas parce que vous avez une poudre ou des feuilles en tisane ou du liquide ou autre chose, ça reste de l'extrait de plantes entières. Et c'est ça qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que la phytothérapie, c'est un extrait, on prend la plante entière. Donc qu'elle soit en poudre, en feuille ou un extrait standardisé, ça reste de la plante entière. Et on n'extrait pas juste une molécule, on prend tout ce qu'il y a d'intéressant dans la plante. Ensuite, vous avez une autre branche de la phytothérapie qui s'appelle la gémothérapie. Donc, la gémothérapie, ce sont des macérats glycérinés. Donc, on fait macérer des bourgeons dans la glycérine. Donc, ça a un intérêt de concentration très forte. Et dans ces cas-là, on peut donner des très faibles doses. On n'a pas besoin de donner beaucoup pour avoir un effet intéressant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau, encore, la gémothérapie. Moi, par exemple, je vais conseiller beaucoup de gémothérapie pour les chats
parce qu'on doit donner des tout petits volumes et les chats n'aiment pas forcément. Par exemple, contrairement à la phytothérapie de base, où par exemple chez le chat, alors leur faire avaler des feuilles au chat, c'est quand même assez compliqué. On peut prendre des extraits standardisés, mais il y a une partie d'alcool, c'est très amer, ça les fait mousser. Ils n'aiment pas trop ça. Donc, généralement, on a des résultats assez mitigés et les propriétaires ne sont pas toujours prêts à donner un traitement au long cours au chat si celui-ci n'aime pas. Donc, pas intéressant. La gémothérapie, du coup, on trouve des formes sans alcool qui sont très intéressantes. C'est des toutes petites doses, donc c'est 3 gouttes par jour pour un chat, donc c'est vraiment rien du tout. Et c'est très facile à donner, c'est un petit goût sucré. Au début, je serais peut-être un peu sceptique, mais finalement, c'est quelque chose qui se fait très bien. Ensuite, vous avez en haut à droite, l'aromathérapie. Alors là, il faut faire très attention aux dérives. Donc, l'aromathérapie, ça fera l'objet d'une dernière conférence la semaine prochaine, donc à la même heure. Donc, c'est l'utilisation des huiles essentielles. Donc là, c'est pareil, on ne peut pas faire des huiles essentielles avec n'importe quelle plante. On peut faire uniquement des huiles essentielles avec des plantes qu'on appelle aromatiques. Donc c'est globalement les plantes qui sentent quelque chose, mais pas toujours. C'est vraiment, on les appelle composés aromatiques parce qu'ils ont une composition chimique particulière avec chimiquement des cycles aromatiques. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de la chimie organique, mais voilà, donc c'est encore autre chose, l'aromathérapie. Et il ne faut pas penser que parce que c'est naturel, c'est un peu tout pareil. Non. Par exemple, un truc très bête, vous pouvez avoir de l'huile essentielle de romarin et utiliser du romarin en feuilles et vous n'aurez pas du tout, les mêmes indications thérapeutiques. Donc, il va falloir faire très attention à l'utilisation et il ne faut pas tout mélanger. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'improviser, faire de la phytothérapie sur son animal parce qu'on a lu sur un blog qu'on pouvait utiliser ci ou ça. Par exemple, il y a certaines huiles essentielles qui sont très nocives pour les chats et qu'il ne faut pas utiliser. Donc, dans ces cas-là, il faut le savoir. même en phytothérapie, il y a certaines plantes qu'on n'utilise pas sur ça parce qu'ils sont incapables de les métaboliser. Donc, il faut faire attention à ce qu'on utilise et c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas s'improviser apprenti sorcier. Enfin, la mycothérapie, donc ça c'est un peu la nouvelle vague. Tout le monde utilisait des plantes un peu nobles, des plantes aromatiques, ça sent bon, des bourgeons, c'est joli, ça. Et puis, il y en a qui ont décidé, il y a des gens qui ont décidé de s'intéresser aux champignons, même si de base, c'était pas hyper sympa. Donc, les champignons, finalement, pourquoi pas? On s'est rendu compte que les champignons avaient une multitude d'applications thérapeutiques et qui renfermaient également, comme tous les autres végétaux, des multitudes de principes actifs intéressants. Donc, là, vous avez un champignon qui s'appelle le reishi en bas à gauche, et donc qui est plein de propriétés très intéressantes et pour lesquelles il y a beaucoup d'études en ce moment qui sont faites pour essayer d'élucider tout ça, cette façon de fonctionner du champignon, alors que de base, quelque chose qui pousse sur du bois moisi, on n'aurait pas forcément pensé que ça puisse avoir un intérêt quelconque. Et donc ça, c'est pareil. Les champignons qui sont issus de cultures biologiques, qui sont ramassés, mis en poudre, sont commercialisés, mais c'est pareil, il faut connaître, savoir quel laboratoire sérieux ou pas sérieux. Et donc, il ne faut pas s'inventer apprenti sorcier et surtout pas aller consommer, ramasser des champignons n'importe lesquels dans la nature et s'inventer apprenti sorcier avec toutes ces formes de plantes. Donc, vous voyez qu'entre les feuilles, les extraits, les bourgeons, les huiles essentielles, les champignons, déjà, ça commence à faire beaucoup. Ça fait un petit flou artistique. On ne sait pas trop quoi utiliser. On trouve des infos un peu partout. Et donc, l'important, c'est vraiment de rester clair avec qu'est-ce qu'on utilise et qu'est-ce qu'on n'utilise pas. Donc, maintenant, je vais vous faire un petit point sur la phytothérapie et les compléments alimentaires, donc la différence. Qu'est-ce que c'est que la phytothérapie? La phytothérapie, c'est un médicament. Donc, c'est fait pour traiter ou pour diagnostiquer une pathologie. Contrairement à tout ce que vous pouvez acheter sur Internet et en parapharmacie, y compris pour les humains, ce n'est pas forcément pour les animaux, mais voilà, qui sont de l'ordre du complément alimentaire.
donc pour lesquels il n'y a jamais eu aucune étude formelle, rien, qui prouve l'efficacité sur une pathologie quelconque. Vous pouvez acheter, par exemple, du curcuma en poudre. Il n'y a pas de problème, on en trouve partout, c'est la grande mode du curcuma pour les problèmes articulaires. Donc, tout le monde va vous dire soutien, bah oui. Tant que c'est un complément alimentaire, vous n'avez pas vraiment moyen de savoir, sauf si vous connaissez, sauf si vous faites vraiment beaucoup de recherches, que vous vous renseignez auprès du laboratoire et que vous faites analyser ce que vous avez acheté par un laboratoire indépendant, vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'il y a dans la gélule. Donc, c'est ce dont je vous parlais au départ. Gros problème de merchandising, donc de la part des laboratoires, parce qu'on ne sait pas ce qu'on utilise. Du coup, les médicaments vétérinaires phytothérapiques, eux, ils ont besoin de faire des études très précises, qu'on appelle le dossier d'AMM, alors que les compléments alimentaires, il n'y a pas de dossier d'AMM. Dans les médicaments, on a une composition exacte, on sait quel principe actif est présent, même si c'est une plante, on sait ce qu'il y a dedans, on sait que l'arpagophytum doit être dosé à une certaine quantité du principe actif qui s'appelle l'arpagoside, par exemple, alors que dans un complément alimentaire, on peut vous mettre arpagophytum, on ne sait pas combien, 30%, c'est bien, sauf que j'ai eu le cas cet après-midi en consultation, une dame qui m'a dit, j'ai acheté un truc pour mon chien, il y a de l'arpagophytum à 50%. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a non latin, parce que des arpagophytum, il y en a plusieurs, ils n'ont pas les mêmes propriétés. Est-ce qu'on sait si c'est est-ce qu'on sait la qualité de cet arpagophytum? Et effectivement, sur l'étiquette, il y avait rien d'écrit. Donc, moi, je vais plutôt orienter mes patients vers un médicament phytothérapique, donc qui reste 100% naturel et de la plante, mais qui a au moins une qualité reconnue. Parce que le but, c'est quand même de soigner, c'est de la médecine et ce n'est pas de la popote. Donc, il faut vraiment impérativement être assez vigilant sur la qualité des matières premières, alors que pour les compléments alimentaires, il n'y a pas trop de réglementation, donc on ne sait rien. L'intérêt thérapeutique, il est prouvé quand c'est un médicament, il n'est pas prouvé quand c'est un complément alimentaire. Et l'innocuité, donc le fait qu'il n'y ait pas de toxicité, ça doit être impérativement prouvé pour les médicaments vétérinaires, alors que c'est un petit peu plus flou pour les compléments alimentaires. Voilà, donc on peut trouver vraiment, là, je veux vraiment, toutes les personnes qui vont suivre ces visioconférences, je vous invite vraiment à aller regarder les étiquettes, à regarder ce que vous achetez, et si vous ne savez pas, ce qui est tout à fait normal, parce que tout le monde ne peut pas être professionnel en médecine, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à s'orienter vers un professionnel en demandant conseil. Il y a des très bons laboratoires de compléments alimentaires, il y a des très bons laboratoires de médicaments. C'est juste, il faut savoir où on met les pieds et pas acheter n'importe quoi sur Internet parce qu'un tel nous a dit que, ou qu'on a vu sur un blog, ou parce que c'est moins cher, tout bêtement, et qu'on pense qu'en fait c'est la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose. Si les molécules de qualité ont un prix, c'est justement parce qu'elles sont de qualité. Voilà, donc là je vous ai mis un petit exemple. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. Donc je n'ai pas mis le nom pour ne pas dénigrer le laboratoire, mais vous voyez que c'est quelque chose qui contient, donc c'est pour soutenir l'arthrose du chien, quelque chose qui contient des enzymes digestives et des probiotiques. Donc on ne sait pas trop de quel ordre. Par exemple, pour les probiotiques, ils mettent lactobacillus casei 10 mg, mais on ne sait pas s'ils sont vivants ou pas, donc c'est censé être des bactéries. On ne sait pas sous quelle forme, si elles ne conservent pas 10 mg de bactéries, c'est énorme. Donc ça m'étonnerait que ce soit vraiment 10 mg de bactéries, parce que ce n'est pas possible de mettre 10 mg de bactéries dans une gélule. Ça doit être des bactéries fixées sur quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Encore une fois, on ne sait pas si elles sont vivantes ou pas, ce qui est dommage. Il y a du marc de pomme, on ne sait pas quelle pomme, donc voilà. La poudre d'algues lithotame, à la rigueur, pourquoi pas. Vous voyez qu'il y a 1000 choses dans cette gélule, des vitamines, de tout. Il y a des fruits, il y a de l'arpagophytum, mais vous voyez, par exemple, c'est pareil, l'arpagophytum, on ne sait pas quel arpagophytum c'est. Bref, et donc du coup, les gens ont vraiment l'impression d'acheter quelque chose de sain, ils mettent le prix, et en fait, finalement, moi, ce produit-là, par exemple, je suis incapable de vous dire ce que ça vaut. Et d'ailleurs, il y a tellement de choses dedans que ça m'étonnerait que ce soit efficace sur tous les points. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, à mon avis. Voilà. Donc maintenant que c'est un petit peu clair, je vais vous expliquer comment on peut agir chez le chien et le chat. Donc,
le plus intéressant, généralement, comment on commence à venir à la phytothérapie et comment les vétérinaires sont de plus en plus amenés à proposer la phytothérapie, c'est quand il y a des traitements au long cours. Parce que c'est des bobos qui a besoin d'un traitement sur 5-7 jours, on a quand même tendance à privilégier la médecine traditionnelle, enfin conventionnelle plutôt, et de réserver effectivement, quand on sait qu'il y a des risques sur un animal qui est âgé ou un animal qui est malade, quand il y a des pathologies chroniques, le traitement va être plus long. Là, on va avoir tendance à vouloir trouver quelque chose de plus soft. Ou alors, un soutien. Donc, bien entendu, tout le monde a entendu parler de la phytothérapie pour soutenir les pathologies articulaires des chiens et des chats. Donc, le labrador qui fait de l'arthrose, ça, c'est le top one. Et le chat qui commence à être âgé, qui s'est pris une voiture quand il était plus jeune, ça, c'est pareil, ou qui a sauté du 4e étage, un petit parachutiste. Ça, c'est vraiment les indications principales des animaux qu'on voit en consultation parce qu'ils ont mal partout et qu'il faut soulager rapidement parce que ce n'est pas agréable pour un propriétaire de voir son animal souffrir et ce n'est pas agréable pour le vétérinaire non plus. Donc, on peut avoir des pathologies hépatiques. Donc, quand l'animal vieillit, il peut y avoir des insuffisances hépatiques, des tumeurs. Il peut y avoir des problèmes rénaux. Donc, ça, c'est le grand top one du chat vieillissant, l'insuffisance rénale chronique. Donc, on peut apporter, avec certaines molécules, on peut apporter vraiment du soutien. Des pathologies cardiaques, on peut aussi avoir certaines molécules qui permettent d'apporter un mieux-être à l'animal. Ça, c'est non négociable. Ça peut être vraiment intéressant. Les pathologies digestives. Donc, les pathologies digestives, ça, c'est un petit peu plus particulier. C'est au long cours, mais à court terme aussi. Sur des pathologies digestives, un chat qui vomit ou un chien qui va avoir la diarrhée ou quelque chose comme ça, on peut d'entrée de jeu utiliser de la phytothérapie. Ce n'est pas forcément des problèmes sur le long terme parce que c'est très désagréable pour l'animal, mais ce n'est pas un cas extrêmement grave. Donc, on n'a pas besoin, par exemple, comme un animal qui a une grosse infection, d'intervenir avec des antibiotiques parce qu'il est à plus de 40, etc. Donc, on peut se permettre d'utiliser la phytothérapie parce que les gens sont moins inquiets. Donc, ils acceptent plus facilement les traitements phytothérapiques sur les applications digestives. La dermatologie, c'est un très très bon argument aussi parce que pour les animaux qui se grattent, qui sont allergiques, on change la nourriture, enfin on fait plein de choses, on essaie d'adapter. On peut faire des tests aussi en laboratoire pour savoir à quoi ils sont allergiques. Mais il peut y avoir un vrai soutien. Donc, soit on a un traitement médicamenteux, soit on peut passer un médicamenteux chimique, soit on peut passer vraiment par la phytothérapie pour maintenir, pour soutenir les fonctions de la peau, de protection, de la barrière cutanée. Ça peut être vraiment très intéressant. On a plein de molécules pour ça, mais il ne faut pas hésiter, si vous avez un animal allergique, à essayer à vous renseigner et à consulter pour pouvoir vraiment trouver quelqu'un qui puisse vous apporter vraiment du mieux. Ensuite, vous avez vraiment des petits miracles parfois avec des animaux qui ont des problèmes comportementaux, des pathologies comportementales. C'est plus souvent chez le chat qu'on intervient. Chez le chien, ça peut aussi. Mais les chats en appartement qui s'ennuient, c'est assez fréquent. Et enfin, un petit cas un peu particulier, c'est en complément de la chimiothérapie. Donc ça, c'est vraiment les dernières études qui sortent. On voit que les animaux qui sont sous chimio, et les humains aussi qui sont sous chimio, qui prennent certains composés, par exemple certains champignons, sont des très très bons compléments de chimiothérapie. Et les gens vivent beaucoup mieux leur chimiothérapie et ont beaucoup moins d'effets secondaires, de vomissements, de perte de cheveux, de choses comme ça. Donc, c'est encore un balbutiement d'études pour les animaux, mais on peut y penser. Un autre cas intéressant, donc qui n'a rien à voir avec la maladie, c'est pour les animaux qui sont amenés à faire du sport ou des efforts intenses. Donc là, ça peut être quelque chose qu'on leur donne en soutien, donc en continu. Ça peut être très intéressant. Comment se déroule une consultation en phytothérapie? Et bien exactement comme une consultation chez le vétérinaire normal pour n'importe quel problème. Donc, on prend l'anamnèse et les commémoratives, donc on pose toutes les questions, on demande au propriétaire quel est l'intérêt de quel est le but de sa visite. On fait l'examen clinique de l'animal, forcément. S'il a déjà un dossier, on regarde tout ce qui s'est passé avant. Après, on informe le propriétaire, on décide avec le propriétaire du choix du traitement. Est-ce que le propriétaire, si le propriétaire est orienté uniquement allopathie, chimie, médecine de synthèse, enfin médicaments de synthèse, dans ces cas-là, c'est réglé. Par contre, on peut choisir de passer par des huiles essentielles, de passer par la gémothérapie, de passer par la phytothérapie, de la mycothérapie, ou alors on peut essayer de
d'appliquer par exemple des huiles essentielles par voie locale et de faire avaler en plus un traitement par voie générale, par exemple de la gémothérapie. Ça peut être un très bon complément. Donc ça, c'est à décider avec le propriétaire de ce qui est faisable tous les jours avec son animal. Ça, c'est pareil. Quand on n'a pas de notion de médecine, c'est assez difficile de choisir ce qu'on va mettre en local, ce qu'on va faire avaler, enfin, quel type, est-ce qu'on peut associer, pas associer. Il y a des choses qui ne s'associent pas, donc il faut faire un petit peu attention. Et bien entendu, on adapte le traitement, donc on fait des consultations de suivi. C'est ça qui est important aussi, c'est de revoir l'animal, que le propriétaire nous tienne au courant. On adapte si on se rend compte qu'il y a un composé qui va bien supporter, ou alors qu'on a du mieux, mais ce n'est pas encore ça, on peut choisir une autre plante pour d'autres propriétés et voir si on a du mieux. Voilà. Comme il n'y a pas d'effet secondaire, c'est extrêmement rare, on peut se permettre de tester plusieurs molécules pour trouver le traitement qui va convenir à l'animal. Ensuite, on explique tout, hein, puis on fait une ordonnance, voilà. Et on fait ce qu'on appelle généralement, quand le médicament est préparé à la clinique, on fait ce qu'on appelle une préparation extemporanée. Donc, on prépare avec nous-mêmes ce qu'on a comme dans notre petite pharmacie d'herboriste, ce qu'on a nous-mêmes comme traitements végétaux, les plantes médicinales. On prépare nous-mêmes en fonction de la forme pour l'animal, pour un animal donné. Voilà. Donc, ce n'est pas très différent d'une consultation normale. C'est juste une forme différente de médicaments, sinon c'est tout pareil. Les contre-indications de la phyto, eh ben, les mêmes que celles des médicaments. Donc il faut faire vraiment attention. Il y a certains, par exemple, il y a les huiles essentielles pour les chats. Il faut faire attention. Il y a des huiles essentielles avec des phénols, par exemple. Les chats, ils ne les métabolisent pas, donc il ne faut pas leur donner. Il faut faire attention aux dérivés salicylés. C'est vraiment important aussi chez le chat parce qu'ils ne peuvent pas les métaboliser. Donc, il faut faire très attention, encore une fois, c'est vraiment le mot-clé, il faut faire attention à l'automédication parce qu'il y a des choses qu'on donne et sous prétexte que c'est de la plante, on a l'impression que c'est naturel. Donc, comme c'est naturel, ça ne fait pas de dégâts. Bah, là, je vous ai mis par exemple certaines plantes. Vous voyez la petite plante violette un petit peu peps, là, c'est de la digitale, mais ça tue les gens. C'est des très jolies petites fleurs, hein, on en trouve facilement. Ce n'est pas un problème, mais il faut faire vraiment attention à ce qu'on donne. Il faut faire aussi attention à la posologie parce que des fois, par exemple, les huiles essentielles, on dit oh, c'est bon, on met 3 gouttes, 5 gouttes, 10 gouttes. Non, c'est extrêmement concentré. Donc, il faut faire attention. Et il y a forcément un suivi de l'animal. On ne peut pas donner comme ça au long cours des traitements sans faire un check-up avec le docteur qui le suit et sans faire attention et sans adapter le traitement. Ça, c'est indispensable. Donc, quand est-ce qu'on consulte et où? Eh ben, préférentiellement du coup chez un véto qui pratique la phytothérapie. Il y en a plein en France, il y en a partout. Quand consulter, il y a toutes les applications que je vous ai données tout à l'heure. Et également, vous pouvez aussi utiliser, ou demander à votre vétérinaire d'utiliser la phyto pour les animaux qui ont été hospitalisés, comme ce pauvre petit cocker et qui ont du mal à récupérer. Les animaux qui ont des chocs, des traumatismes, qui vieillissent, les maladies chroniques, ça on les a déjà passées en revue, les animaux de sport, de chasse, et également certains problèmes de reproduction pour les éleveurs. Ça peut être très intéressant pour des étalons, des chiens étalons qui ont un problème de libido ou des femelles qui ont du mal à reproduire. Voilà, donc il y a vraiment plein d'applications et je vous invite vraiment à chercher autour de chez vous des vétérinaires qui pratiquent la phytothérapie parce que c'est une approche totalement différente et on a vraiment une écoute de l'animal qui est vraiment importante et du propriétaire aussi en fonction de vos souhaits. Voilà, ça, il ne faut pas hésiter à vous renseigner là-dessus. Et je serais ravie de pouvoir vous aider si vous cherchez des lots. Donc, en conclusion, c'est pour qui la phytothérapie? C'est pour tout le monde, les humains, les animaux. Donc, tous les animaux, tous les âges et tous les stades physiologiques à partir du moment où c'est encadré et qu'on ne fait pas ça n'importe comment. Ça ne se substitue pas forcément toujours à la chimie, ça, je vous l'ai dit. C'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé aussi en complément. Et enfin, demander conseil, ça c'est impératif. Enfin, vous pouvez utiliser plusieurs branches. Donc, sachez que c'est possible. Si vous avez plusieurs approches qui vous intéressent, c'est tout à fait possible d'utiliser des huiles essentielles, plus de la phytothérapie, plus de la gémothérapie. Bon, après, on essaie de ne pas non plus en mettre trop parce qu'il faut que l'animal puisse métaboliser tout ça. Voilà. Mais le maître mot, c'est surtout faire attention à l'automédication, demander conseil et toujours adapter le traitement. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé un truc qui fonctionne sur son animal que ça va fonctionner pendant toute sa vie. Donc, il faut rester humble vis-à-vis de ça. Même si c'est la nature, ça peut faire des dégâts. Ou alors, vous pouvez juste mettre votre argent en l'air et acheter des choses qui ne servent à rien.
Et du coup, c'est un peu dommage pour l'animal et c'est un peu dommage pour notre porte-monnaie quand on sait qu'en fait, il y a des molécules qui fonctionnent vraiment très bien. Voilà, donc la présentation est désormais terminée. Je vous remercie pour votre attention et on va passer aux questions. Est-ce que du coup, Benjamin revient? C'est ça? Oui, je suis là, je suis là. Merci docteur. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, hein, c'est le moment. Donc je vous réexplique, hein, dans le chat en bas, quand vous êtes sur votre écran, vous avez la petite bulle conversée. Donc c'est là que vous pouvez poser vos questions à l'écrit et je me ferai le relais auprès du docteur Montel. On va passer aux deux questions qu'on a reçues par email avant la conférence. Donc la première question d'Anaïs. Je voudrais vraiment en apprendre plus sur cette méthode. J'aimerais surtout renforcer les défenses immunitaires de mon chat et faciliter sa digestion. Que me conseillez-vous? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors déjà, félicitations Anaïs pour votre démarche d'implication en phytothérapie pour votre chat. Ça peut être très bénéfique. Par contre, ça, c'est typiquement une question. Ça va peut-être être un peu frustrant, mais renforcer les défenses immunitaires et faciliter sa digestion, déjà, ça nécessite une vraie consultation. C'est-à-dire pourquoi les défenses immunitaires. Il faut savoir si cet animal, est-ce qu'il est par exemple FIV positif, donc c'est le sida du chat. Est-ce qu'il n'a pas le sida, mais est-ce qu'il est atteint de la leucose, par exemple? C'est deux maladies très courantes chez les chats. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il a développé un typhus? Enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il a une maladie débilitante particulière qui nécessite de renforcer ses défenses immunitaires? Quel âge il a? Comment il vit? Est-ce que ça a toujours été votre chat et que du coup, est-ce que vous pouvez avoir l'historique complet ou est-ce qu'il y a une part de flou dans sa vie? Par exemple, un chat que vous avez adopté d'une association et il a 5 ans et on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant vous. Donc ça, c'est plein de questions qui sont indispensables et auxquelles, malheureusement, on ne peut pas répondre. On ne peut pas juste booster le système immunitaire comme ça. Booster le système immunitaire, c'est quelque chose qui est très merchandising, encore une fois. Mais oui, donc oui, il y a de la phytothérapie qui peut être utilisée pour booster, si on veut. Ça, c'est vrai, ça existe. Mais encore une fois, il y a plusieurs plantes, il y a plusieurs formes disponibles, il y a plusieurs types de choses. Donc, est-ce que vous préférez donner des gélules de mycothérapie, donc des champignons? Est-ce que vous préférez donner des gouttes? Donc, en fait, est-ce que vous pensez que ça va être plus facile pour lui? Dans ces cas-là, on va peut-être plus partir sur de la gémo. Est-ce que vous lui faites une ration ménagère? Est-ce que vous lui faites à manger vous-même? Et dans ces cas-là, on peut intégrer directement des plantes ou des fruits. Moi, je connais une vétérinaire, une très bonne vétérinaire qui a un laboratoire de compléments alimentaires en phyto, qui met elle-même de la grenade, par exemple, fraîche, dans la ration ménagère de ses chiens. Donc, c'est tout à fait possible. Et c'est pareil, pour faciliter sa digestion, il faut savoir si ce chat, il a des problèmes parasitaires, est-ce que l'alimentation qu'il a lui convient. Ça implique déjà, avant de proposer un traitement, ça implique d'en connaître beaucoup, beaucoup plus sur la vie de l'animal. Et c'est pour ça, en fait, que j'invite déjà à vraiment avoir une vraie démarche de médecine. Et de ne pas se passer, en fait, de pas se passer du médecin, parce qu'on pense que les plantes, on peut bidouiller soi-même, parce qu'on peut en trouver partout, et parce qu'on a vu des blogs sur ceci, sur cela. Donc, c'est vraiment une très bonne démarche. Si c'est un chat qui a vraiment un déficit immunitaire et des problèmes de digestion, c'est quelque chose effectivement qui va être traitable sur le long cours. Donc, la phytothérapie, c'est parfaitement indiqué. Il peut y avoir vraiment des choses super intéressantes pour améliorer la vie de ce chat. Et je vous conseille vraiment, vraiment d'aller consulter en phytothérapie. Ça, c'est indispensable. Par contre, là, de but en blanc, de vous donner un traitement, malheureusement, ça n'est pas possible. Alors, comment on peut savoir d'ailleurs si son vétérinaire, il faut lui demander ou il y a la possibilité de pour savoir si son vétérinaire a une spécialité en phytothérapie? Alors, il faut savoir quelque chose. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, là. Je vais un peu me tirer une balle dans le pied. Même si j'essaye d'en faire moi un petit peu, je ne suis encore pas très, 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 très bonne là-dessus. Globalement, les vétérinaires sont très mauvais en communication. Très mauvais. Ah, en communication, d'accord. Ok. Donc, comme on n'est pas bon du tout, donc quand on sait faire quelque chose, c'est rare qu'on en informe les gens qui viennent chez nous, dans notre clinique. C'est un peu dommage, parce que du coup, les gens, quand ils demandent, ils disent « Ah bah oui, il y a le docteur, machin », quand c'est par exemple, c'est 3-4 vétérinaires.
Il y a un client qui va demander de la phytothérapie pour son chat ou son chien. Il lui dit, bah oui, mais il y a ma consoeur, la machin, ça fait 5 ans qu'elle en fait, mais du coup, ça fait 5 ans qu'il y a de la phyto et que personne ne le sait. Donc, en fait, Faut faut aller à demander, la, quoi. faut aller à la pêche aux infos. Et si vous avez un vétérinaire euh, qui n'est pas pro-phyto, qui dit, bah, c'est de la connerie, il y en a, hein, il y en a qui n'aiment pas ce genre de pratique. Dans ces cas-là, bah, appelez ailleurs. Et comme C'est des médecins généralistes, pour l'humain, c'est pareil. Ouais. l'approche aussi du praticien. Tous les praticiens ne peuvent pas convenir à tout le monde. Moi, je ne conviens pas à tout le monde, hein. Il y a des gens qui veulent passer avec moi, des gens qui préfèrent passer avec mes confrères ou mes consoeurs. Il n'y a pas de problème, hein, faut aussi. C'est comme quand on va chez le médecin, il y a des médecins à qui ça passe, des médecins à qui ça passe pas. Et tout le monde a une sensibilité différente et une approche différente du traitement. Donc, il ne faut pas hésiter à trouver le praticien qui convient vraiment. Et si on a l'impression que son praticien il n'est pas trop à l'écoute ou et je suis sûre qu'il passe à côté de quelque chose ou quoi, il ne faut pas hésiter à chercher un petit peu et puis à trouver quelqu'un qui soit vraiment à l'écoute des problèmes pour son animal de compagnie parce que c'est important. Ok. Allez, on va passer à la deuxième question qui est un peu plus détaillée. Voilà. Donc un chat Yoko qui est épileptique, Voilà, Yoko. donc il est sous phénobarbital, donc ça c'est vraiment quelque chose pour endormir un peu le cerveau, c'est un anesthésique qui est dosé très faiblement, donc pour les traitements de l'épilepsie, mais du coup ça met le cerveau un peu en mode off, ce qui fait que tout ce qui peut exciter le cerveau réduit les crises d'épilepsie. Ça survient de manière aléatoire. Il peut faire une crise toutes les semaines, comme une crise tous les 3 mois. Donc, quand c'est toutes les semaines, ça commence à faire beaucoup. Le traitement médicamenteux, c'est vrai qu'il est contraignant, bah oui, parce que comme ça endort un peu le cerveau, il faut le donner à heure fixe. Sinon, c'est pas facile. Voilà, donc là, le vétérinaire a proposé d'ajouter un deuxième traitement et qui serait encore plus contraignant. Et donc, savoir si la phytothérapie peut aider, oui. Et si elle a déjà fait ses preuves dans des cas similaires, oui. C'est pour ça qu'il faut trouver un phytothérapeute intéressant. Mais pour ce cas, on va un petit peu sortir du cadre de la conf. Je vais vous renvoyer à la conférence de la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. Pour les animaux épileptiques, je conseille très fortement un suivi en ostéopathie parce qu'on a régulièrement des animaux qui présentent des fortes tensions au niveau du crâne suite à des traumatismes qu'on ne s'explique pas forcément. Ça peut être tout bêtement la naissance, hein, avec le crâne qui est comprimé dans le bassin. Donc ça, on n'a pas forcément accès à l'information. Et voilà, ça peut être vraiment hyper important de faire traiter son animal épileptique, chien, chat, cheval, n'importe quoi, en ostéopathie déjà pour s'assurer qu'il n'y ait pas de grosses tensions crâniennes. Généralement, si c'est le cas. Donc déjà, l'ostéopathie peut vraiment permettre de diminuer les crises fortement. Et ensuite, on peut en plus considérer que la phyto soit un très très bon apport complémentaire. C'est une bonne idée. Je vais vous mettre, pour celles et ceux qui n'étaient pas présents, je vais vous mettre le lien vers la page webconférence du site illicoveto.com. Donc, sur cette page, vous retrouvez tous les replays des précédentes conférences et donc vous aurez justement le replay sur l'ostéopathique que le docteur a animé il y a effectivement 15 jours. Donc, je vous mets le lien. Hop, voilà, c'est parti. Donc effectivement, Michel cherche et dans ce cas-là, c'est un autre bon conseil, c'est peut-être l'ostéopathie. Vers l'ostéopathie qu'il faut aller voir. Écoutez, on n'a pas de questions pour l'instant, pas d'autres questions en tout cas dans le chat. On va attendre un petit peu, voir si des participants veulent vous poser des questions. Et sinon, on se dira au revoir. Facebook, est-ce qu'il y a des questions via Facebook ou pas du tout? Oui, effectivement. Je vais peut-être voir avec Marie. Du coup. Oui, je vais quand même jeter un œil. Alors. Non, pas de questions sur Facebook non plus.
Alors, c'est une question. Est-ce qu'il y a des marques françaises à conseiller en phytothérapie? Alors, moi, je ne peux pas faire de pub directement comme ça. Oui, Les faut en citer trois. Je sais pas si ça marche comme ça. Euh, après, enfin, vous avez plein de choses. Bah, alors, du coup, pour en citer trois rapidement, moi, je vais travailler en phytothérapie pure, en, en médecine vétérinaire, reconnue pour ça. Il y a les extraits de plantes standardisés qui sont la marque Wamine, ou Vamine, ça dépend comment on dit. Voilà, mais ça, du coup, bah, c'est disponible uniquement en centrale vétérinaire et il n'y a que les vétérinaires qui peuvent les acheter. Donc, c'est des choses que quand je vous disais qu'on prépare, qu'on fait des préparations à la fin de la consultation, bah, par exemple, on utilise ces extraits-là. Donc, quand on achète des bouteilles d'extrait d'un demi-litre, on a une référence monstrueuse, on en a 50 par exemple. Et, euh, et du coup, bah, en fonction de ce qu'on va, ce qu'on va trouver comme pathologie animale, on va les préparer un petit flacon de 60 ml avec 2, 3, 4 plantes qui nous semblent intéressantes pour cet animal-là. On va faire l'ordonnance, on va faire une préparation extemporanée du coup. C'est marqué dans un registre, enfin, on sait exactement ce qu'il y a dedans. En fait, on fabrique le médicament sur place dans notre laboratoire vétérinaire et on peut le délivrer à la fin de la consultation. Après, dans les compléments alimentaires de gamme vétérinaire qui sont très sérieux, vous avez des choses comme Miloa. Bah, j'ai mis des photos de Miloa ma présentation. Ils ont plein de gammes de produits qui sont vraiment intéressants. C'est une vétérinaire qui a fait toutes les gammes. C'est super intéressant. Et du coup, voilà, il y a Greenvet aussi. C'est vraiment une bonne marque. Mais ça reste des produits que vous trouverez chez votre vétérinaire. Donc après, sur les choses sur Internet, bah, c'est pas... voilà. Enfin, si, les compléments alimentaires Greenvet et Miloa, vous pouvez les trouver, il me semble, sur Internet. Mais pour les médicaments, vous n'en trouverez pas. Enfin, on peut pas. C'est comme on ne trouve pas de médicaments humains sur, sur le web. On ne peut pas acheter de médicaments humains sur le web, sauf sur des sites qui ne sont pas légaux. Mais sinon, c'est vraiment, si vous voulez du médicament en phytothérapie pure, c'est uniquement chez votre véto qui va vous préparer le médicament pour votre animal à l'instant T. Donc, c'est vraiment de la préparation tout de suite, tout de suite. Vous, ce que D'accord. vous c'est des compléments alimentaires. Voilà. Et une question, alors moi j'aime bien me positionner un peu comme le béotien, c'est les coûts en fait des traitements par rapport aux coûts des traitements chimiques. Est-ce que c'est comparable? Est-ce que c'est moins cher, plus cher? Il faudrait Ou voir ça dépend? faudrait voir sur quelle base, en fait. Oui, Base, parce que là, c'est pareil, c'est totalement, c'est totalement flou. C'est d'accord. totalement une pathologie donnée. Il peut y avoir, encore une fois, il y a l'effet totem dont je parlais tout à l'heure. Donc, une plante peut avoir plusieurs indications, alors qu'en allopathie, médecine chimique, un médicament n'a pas plusieurs indications. Donc, il va falloir donner plusieurs médicaments, donc plusieurs comprimés. Après, même s'il y a une histoire de coût, s'il n'y a pas d'effet secondaire et qu'en plus, par exemple, la gémothérapie, c'est un peu cher parce que c'est très concentré et c'est très compliqué à fabriquer. Enfin, c'est très compliqué. Il faut des quantités astronomiques, comme c'est des bourgeons de plantes, c'est vraiment comme ça. Donc, avant d'avoir des quantités suffisantes pour pouvoir faire quelque chose, il en faut beaucoup. Et du coup, ce qui est assez compliqué, c'est que même si la gémothérapie, c'est plus cher, si avec un flacon de gémo, vous arrivez à traiter plusieurs pathologies, ou à intervenir sur plusieurs symptômes, et qu'il faut donner 3 gouttes par jour au chat, est-ce que c'est pas mieux de dépenser un petit peu plus plutôt que d'avoir plein de comprimés à donner au chat, ce qui est impossible pour certains propriétaires qui n'arrivent pas du tout à ouvrir la gueule de leur chat pour leur donner des comprimés, et qui en plus le chat va avoir des effets secondaires, il y en a qui supportent pas les anti-inflammatoires, qui se mettent à vomir, ou ça leur donne des diarrhées. Enfin, donc la question du coût, c'est sûr que ça a un coût, c'est pas gratuit, mais ça dépend vraiment. Enfin, c'est pour ça que, encore une fois, je reviens à la discussion, de tout à l'heure, la présentation d'une consultation de phyto. C'est pour ça qu'on pose aussi beaucoup de questions
aux propriétaires, de savoir en fait pour adapter un traitement qui est valable. Sinon, effectivement, on leur dit acheter n'importe quoi sur Internet, tester, dépenser une fois, deux fois, trois fois. Vous pouvez tester tout le net hein, si vous voulez sur votre chat jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionne. Ou alors payer une consultation, une vraie consulte et éventuellement avoir un traitement qui marche une seule fois. Enfin, c'est plus efficace à mon sens. Ok, on a une question d'Anaïs. Elle vient de poser une question. Un vétérinaire spécialisé en phytothérapie peut-il nous conseiller en gémothérapie, par exemple, où chacun aura sa spécialité? Il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout, mais c'est pareil, il faut demander. Faut demander. Et il y a des vétos qui n'utilisent pas la gémo. Il y a des vétos qui utilisent. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les huiles essentielles. Hein. J'aime bien ça. J'aime bien la gémo. Et je pense que là, dans la formation que je suis en train de faire en phyto, parce que j'arrête, je continue de me former. Bah, récemment, on m'a présenté la mycothérapie. Je trouve ça passionnant et je pense que je vais m'y mettre aussi bientôt. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'avais mon après-midi de consultation. J'ai fait de la gémothérapie pour les chats. J'ai proposé de la phyto pour les chiens en extrait standardisé. Moi, j'essaie de m'adapter en fait. Donc après, il faut voir avec le vétérinaire. Il faut voir avec le vétérinaire. Il faut aussi que le vétérinaire puisse avoir toute la gamme de produits. Hein, parce que du coup, ça fait beaucoup. Si on doit avoir toute une gamme de produits en gémeaux, toute une gamme en phyto, toute une gamme en aroma et toute une gamme en myco, ça commence à faire une sacrée pharmacie. Donc, il faut que ce soit. Voilà. Mais il y a plein de choses, il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas de problème. Ok. Pas d'autres questions dans le chat pour l'instant? Non, je regarde en même temps. Non, pas d'autres questions. Bon, on arrive au bout d'une heure de conférence. On va à ce moment-là clôturer l'événement. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup. Non, c'était vraiment bien. C'est vrai que ça donne envie d'aller voir aussi vers ces domaines-là et pas juste les traitements traditionnels. Est-ce que Marie se reconnecte pour redire un mot sur Illico Veto? Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci, docteur, pour cette conférence passionnante. Merci, Benjamin. J'espère que ça vous a plu. Comme l'a dit docteur Montaille tout à l'heure, on a la 3e webconférence de ce cycle sur les médecines complémentaires qui a lieu le 14 octobre prochain. Alors, pour vous inscrire, je vous invite à aller sur le site illicoveto.com, rubrique webconférence, ou à nous suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'on communique beaucoup en amont de ce type d'événement pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà. Donc, le replay de cette webconférence sera disponible d'ici la fin de la semaine, je pense, ou au plus tard début de semaine prochaine. Pareil, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour qu'on vous tienne au courant. Voilà. Je remets le lien vers la page webconférence, comme Webconférence, ça. merci Benjamin. Voilà, pour s'inscrire. Comme ça, tout le monde l'a. Parfait. Et nos réseaux, donc Instagram Illico Veto et Facebook Illico Veto aussi. Voilà. Et pour le Facebook de Dr Karine Monteil, c'est Karine Monteil au pavette. Ça, c'est moi. Si vous avez des questions, oui, si vous avez des questions, vous cherchez des praticiens, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas vous citer tous les praticiens parce que je vais forcément en oublier et il y en a de mes copains qui ne vont pas être contents. Mais non, il y en a dans toute la France. Donc, si vous n'osez pas ou quoi, vous m'envoyez une petite demande, il n'y a pas de problème. C'est mon Facebook pro, donc c'est fait pour ça, c'est fait pour me demander des trucs. Donc, vous cherchiez des ostéopathes ou des vétérinaires phyto, il n'y a pas de souci, je peux vous orienter vers du monde, c'est avec grand plaisir. Voilà. Ok, super. Eh ben, écoutez, on va vous dire au revoir. Une bonne soirée ou fin de soirée. On a un horaire un peu inhabituel, justement. On a testé aussi un autre horaire. Donc, il est un peu plus tard que d'habitude. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit. Et on vous dit, en tout cas, à très bientôt pour une nouvelle conférence Illico Veto. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.